Bonjour à toutes et à tous. Alors, tous les participants semblent nous avoir rejoints. Bonjour, alors bienvenue pour ce nouvel Espresso, cette 7e édition de l'Espresso des éditeurs ce matin. Mon collègue David Finot, qui est chargé de mission économique du livre, qui anime habituellement cet Espresso, ne pouvait pas être présent ce matin. Donc voilà, c'est moi qui prends la relève pour cette édition. Donc nous avons ce matin avec nous les éditions Ancrage, représentées par Jean-Baptiste Verrieras, donc une maison basée dans le Doubs. Les éditions Cêtre, également basées dans le Doubs, représentées par Evelyne Cêtre. Et puis les éditions Migrilude, représentées par Virginie Kremp, sur le territoire de Belfort. Alors pour vous rappeler rapidement le principe de cet espresso, chaque maison va présenter ses publications, son actualité pendant une dizaine de minutes. Et puis, à la fin de cet espresso, il y aura 15 minutes qui seront consacrées aux questions donc, que vous pouvez poser via le chat ou très librement à la fin de cette édition. Eh bien, c'est à vous pour les éditions Ancrage, si vous voulez bien démarrer. Merci Anne-Gaëlle, merci pour l'invitation et pour l'organisation de cet expresso. Donc on est très heureux, donc Roland Chopard et moi-même, Jean-Baptiste Verrieras, de vous présenter cette maison d'édition que Roland a créée il y a 45 ans. Donc on fête les 45 ans de la maison d'édition cette année. Voilà, il l'a créée l'année de ma naissance. Et du coup, la maison, depuis 45 ans, Roland a mis un honneur à défendre le travail typographique et la défense de la poésie contemporaine et des arts plastiques. Donc ça, c'est la particularité de la maison, c'est-à-dire depuis 45 ans, vraiment ce qui fait le cœur battant d'Ancrage, c'est cette alliance dans chacun des livres de la poésie contemporaine et des arts plastiques, de la peinture notamment. Donc notamment dans une collection courante emblématique de la maison qui s'appelle Écrit Peindre, donc, dont le nom est explicite quant à l'intention. Donc je peux vous en montrer quelques-uns qui ont été réalisés, donc soit voilà, de type de format, effectivement, enfin, voilà, qu'on fait. C'est un grand format 17-23 dans lequel interviennent à la fois intervient un plasticien qui accompagne un texte de poésie contemporaine. Voilà. Donc là, par exemple, un des derniers, Louis Mizone, le poète franco-chilien qui nous a quittés, hélas, en décembre dernier, qui était un grand compagnon de route de la maison, avec des gouaches d'Alain Clément, voilà, le peintre Alain Clément, fondateur aussi des éditions Fata Morgana, Armand Dupuis et Jérémy Liron, un des derniers, Anne-Lise Simao, qui est de Besançon avec Magali Berdaguet, et puis par exemple Nicolas Grégoire et Pauline Edmond récemment. Donc voilà, ça c'est les écrits peints, donc c'est des livres voilà, qui allient à la fois texte et peinture. On a aussi une autre petite collection voix de chant qui est basée sur le même principe, mais un format plus petit. Et puis, donc à côté de ces collections courantes, je reviendrai parce qu'on a lancé une nouvelle collection cette année pour fêter les 45 ans, mais je vais y revenir. Mais on a, Roland continue à faire vivre une collection de livres d'artistes. Et d'ailleurs, les premiers livres, je dirais, d'Ancrage en 78 ont été des livres d'artistes. Donc, on revient justement pour fêter les 45 ans de l'archipel Butor. Donc, je ne sais pas si tout le monde connaît l'archipel Butor, mais c'est un lieu qui a été dédié aux livres d'artistes, qui était très livre d'artistes, qu'affectionnait beaucoup l'écrivain Michel Butor, qui a vécu les dernières années de sa vie à Lucinge, près d'Annemasse, et à sa mort, en fait,
sa maison a été transformée en résidence, heureusement, en résidence d'artiste, et à côté, une grande bâtisse, un ancien petit manoir a été aménagé en lieu d'exposition notamment pour les livres d'artistes. Et donc, on en revient samedi dernier, ce samedi 1er avril, avait lieu le vernissage d'une exposition dédiée aux 45 ans d'ancrage, aux 45 ans de livres d'artistes. Donc, sur 45 ans, Roland a typographié, composé à la main avec une vieille machine qu'on appelle une linotype et des caractères mobiles, et imprimé sur la presse Heidelberg, notamment, qui est toujours en activité à Baume-les-Dames. 120 à peu près livres d'artistes sur lesquels des artistes sont intervenus librement. Donc chaque livre, je ne sais pas si tout le monde est familier avec les livres d'artistes, mais un livre d'artiste, c'est la démarche, c'est de réaliser un ouvrage avec un poète et un plasticien en exemplaires limités, généralement 21 exemplaires qui seront répartis à part égale entre l'artiste, le poète et l'éditeur, et sur lequel donc ils sont imprimés donc sur généralement on imprime sur du papier pur chiffon de très belle qualité, et en typographie, le texte composé à la main du poète, et l'artiste intervient librement sur chacun des exemplaires, ce qui fait que chaque exemplaire est unique. Et donc une grande partie de nos livres d'artistes, enfin des livres d'artistes de la maison faits par Roland, font partie de ce catalogue maintenant, qui est le catalogue de l'exposition au Manoir des Livres de Lucinge, que vous pouvez aller voir si jamais vous passez du côté de Lucinge d'ici fin juin, qui dure 3 mois, voilà, et qui réunit une centaine de livres d'artistes. Alors pour vous donner une idée, voilà, un livre d'artiste, par exemple, avec l'artiste Colette Deblé, qui depuis une trentaine d'années réalise des silhouettes de femmes, voilà, de divers et variés, donc notamment un livre très particulier, puisque Roland, à partir d'une silhouette, a entièrement percé le livre de cette silhouette de femme, et ensuite Colette Deblé a peint certaines des pages autour, et puis Roland surtout a réussi il y a un travail typographique qu'on ne voit pas là, mais assez merveilleux pour pouvoir positionner on ne le voit pas. On voit pas. Hein. Non. Mais voilà, donc pour vous donner ce genre d'ouvrage, ou Lucinge, par exemple, une série des villes qui a été faite avec Michel Butor, qui a écrit 6 poèmes sur 6 villes, dont Lucinge, qui était sa ville, et qui ont été Et Baume-les-Dames. Et Baume-les-Dames notamment, et qui ont été peints par l'artiste Martine Jacquemet. Voilà, donc Roland a travaillé avec des artistes aussi divers et variés que Joël Lec, Jean-Michel Marchetti, donc on a évoqué Colette Deblé, Martine Jacquemet, Hans Lassique, Gros Born, enfin qui c'est qu'on pourrait citer encore, il y en a tellement, mais voilà, donc beaucoup je dirais pour vous résumer, l'esprit de la maison depuis 45 ans, c'est donc de faire vivre et de faire vivre ces rencontres entre plasticiens et poètes. Et ça veut dire que certaines réalisations ont été faites in situ. Il y a des livres d'artistes qui sont faits en performance aussi. Également. Et donc, justement, merci pour la transition, Roland, puisque pour les 45 ans, donc cette année, on essaye d'organiser différents événements autour de la maison. Donc, il y a cette exposition qui vient de débuter. Il y a une nouvelle collection qu'on vient de lancer, alors qu'on veut plus abordable, justement, aussi. Alors, on a commencé avec un inédit de Stig Dagerman, un court poème qui a été traduit par Philippe Bouquet, avant que Philippe Bouquet, qui est hélas décédé, qui était le grand traducteur de Stig Dagerman, qui a traduit tous ses écrits aux éditions Actes Sud notamment, et Claude Lemanchec, qui a postfacé aussi l'ouvrage. Donc voilà, un petit inédit de Dagerman qu'on a lancé cette année, Suite Birgitin, un très beau poème en 6 chants. Mais qu'on fait une collection à 10 €, voilà, où pour le coup, il n'y a pas de reproduction d'estampes à l'intérieur, juste une flamme ici, puisque la collection s'appelle Feu, en clin d'œil à 2 incendies, hélas, qui ont ravagé la maison d'édition dans les fin des années 90 et début 2000 à Baume-les-Dames, et aussi parce que cette maison d'édition, cette nouvelle collection, à la différence des collections précédentes, va aussi se permettre d'aller de proposer aux lecteurs des auteurs et des autrices qui nous sont chers, qui nous paraissent essentiels, mais qui, hélas, parfois nous ont déjà quittés.
Et là où les autres collections courantes d'ancrage, encore une fois, sont vraiment ancrées dans le présent et dans la contemporanéité. Et voilà, donc ça, c'est une petite collection qu'on a lancée. On continuera, on a un deuxième opus où vous pourrez retrouver des textes de Germaine Dulac, qui est en cours de préparation, la cinéaste d'avant-garde, qui a écrit des textes magnifiques sur le cinéma et d'une poésie folle et essentielle. Et donc, pour les 45 ans, on organise aussi une performance, un week-end de performance, comme évoqué Roland, à Baume-les-Dames. Ça sera le 7 et 8 juillet, donc le vendredi 7 et le samedi 8 juillet. Vous pourrez y retrouver des lectures de poètes. Donc, il y aura Déborah Essler, Anne-Lise Simao, la poète très chère aussi pour nous, Françoise Ascal, qui lira. Il y aura une rencontre avec Claude-Louis Combet aussi et Jean-Claude Terrier, qui réalise un nouveau livre d'artistes avec Roland et qui présenteront ce livre et qui discuteront de leurs travaux. Ils avaient déjà fait un premier livre d'artistes ensemble. Et puis, nous aurons aussi 2 performances avec l'artiste Jean-Michel Marchetti et l'artiste Elisabeth Barr, accompagnés par 2 guitaristes jazz, Jean-François Pauvros et Jérôme Lefebvre, et ainsi que voilà, une lecture hommage le vendredi soir à Louis Mizone, que j'évoquais tout à l'heure, ce poète franco-chilien qui nous a quittés dimanche soir, qui était très cher pour nous et dont nous rendrons hommage à travers une lecture musicale avec la comédienne Hélène Gratté, le saxophoniste de jazz Dimitri Porcou, le vendredi soir, et qui liront ensemble et accompagneront Le naufragé de Valparaiso, qui est un très beau texte sur l'exil que Louis Mizone, qui avait quitté la dictature de Pinochet dans les années 70 et s'était réfugié en France, avait écrit et nous avait fait confiance pour l'édition, et dont nous serons heureux de réentendre toute la poésie et la force politique aussi lors de cette soirée. Voilà, donc j'espère que je ne suis pas trop long, que je ne vous ai pas trop perdu en route. Peut-être que je crois que les 10 minutes sont passées. Tout à fait, c'est Ouais, parfait. c'est Merci parfait. beaucoup à vous. Ben, Merci, merci à vous. merci beaucoup. Je Et vous en puis prie. donc, pour les éditions 7, Madame 7, c'est à vous. Oui, bonjour. Je m'appelle Evelyne Sêtre. Je vais vous présenter un petit peu l'historique de la maison, qui est quand même ancienne aussi, puisque nous, on fêtera les 50 ans, mais on va faire les plus vieux, là, dans 2 ans. Donc, les éditions Sêtre, en fait, existent depuis 1975. Elles ont été créées par Louis et Marcel Sêtre, qui étaient libraires à Besançon. 14 Grandes Rues, c'est une librairie assez connue, mais qui n'est plus active aujourd'hui, qui a fermé ses portes. Donc moi, j'ai repris la suite de mon mari, donc Marcel Sêtre, en 2001. Et j'ai poursuivi un catalogue donc, qui se veut vraiment franc-comtois, c'est-à-dire vraiment basé sur l'histoire de la Franche-Comté. Donc vous pouvez découvrir nos ouvrages, parce que là, je ne les ai pas amenés à côté de moi, mais sur le site des éditions, donc éditioncetre.com. À ce jour, j'ai à peu près 380 titres au catalogue. Donc, je publie à peu près 5 à 6 titres nouveautés, disons, par an. Donc, les sujets liés à la Franche-Comté parlent du patrimoine, de son histoire, de ses traditions. Les auteurs sont assez nombreux, mais bon, il y a des auteurs avec qui je travaille régulièrement, dont Joseph Pinard, Brigitte Rochelandais, Pierre Gresser, Paul Delsal. Alors, les ouvrages publiés en 2022, là, je vais vous les présenter maintenant. Il y a déjà de Brigitte Rochelandais, la chasse aux sorcières. Là, je peux vous montrer la couverture, j'ai à côté de moi. Je ne sais pas si... Voilà, il faut que je sois bien... Voilà, je ne bouge pas. Donc, Brigitte Rochelandais est quand même assez connue des lecteurs franc-comtois, puisqu'elle a publié de nombreux ouvrages sur l'histoire des femmes. Elle s'intéresse à toutes les femmes, prostituées, sorcières, enfin, soi-disant sorcières, religieuses, etc. Et donc là, son dernier livre parle des procès de sorcellerie
menée de 1434 à 1664 dans la comté et dans la ville de Besançon. Et donc, elle aborde aussi le procès d'Henriette de Cran, dont le buste est visible maintenant à Chamard. J'ai publié ensuite un livre de Joël Guiraud, qui était conservateur au musée de Pontarlier, donc un dictionnaire historique de Pontarlier, et qui fait suite à un livre qui a été épuisé depuis de nombreuses années, Pontarlier de A à Z. En fait, ça regroupe des notices sur les rues, les événements principaux, historiques, politiques de Pontarlier, les personnages importants ou moins importants. Voilà, c'est sous forme de dictionnaire. Puis j'ai publié aussi Vivre en Franche-Comté au Moyen-Âge de Pierre Gresser. Donc c'est un document qui présente les cadres de vie des Comtois au Moyen-Âge, donc leur façon de vivre, les endroits où ils vivaient, les châteaux, la façon dont se passait leur vie quotidienne, l'élevage, la vie de famille. Voilà, il fait partie pas d'une collection, mais disons que j'ai déjà publié aussi dans le même thème, Vivre en Franche-Comté à l'époque romaine, d'Hélène Walter, et Vivre en Franche-Comté au siècle d'or, de Paul Delsalle, donc, qui essaie de replacer la vie des Comtois à ces époques-là. Ensuite, j'ai publié Louis et Jean Mingeot, 70 ans d'action politique à Besançon avec Joseph Pinard. Donc, ce livre retrace la carrière politique d'un maire de Besançon qu'on a peut-être oublié, mais dont on se rappelle le nom parce que l'hôpital de région qui est basé à Besançon donc s'appelle l'hôpital Mingeot. Donc, c'était un personnage qui a quand même été maire de 1953 à 1977, donc il a laissé quand même bien sa patte, enfin, disons que son travail a été long sur Besançon. Puis milicien et gestapiste dans le Jura, 1940-1945, de Jean-Claude Bonneau. Ça fait partie aussi des livres publiés en 2022. Donc Jean-Claude Bonneau est un historien daulois qui a déjà publié de nombreux ouvrages sur cette période où ces gens glauques, j'allais dire, qui ont œuvré malheureusement pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, à la fois les miliciens et puis les gestapistes, et les gens à la fois noirs, j'allais dire, et personne n'est ni noir ni blanc, mais qui ont travaillé avec les nazis, qui ont collaboré avec les nazis. Et donc, bon, ça touche particulièrement. Ces gens ont principalement été actifs, enfin pour M. Bonneau, du côté du Jura et du côté particulièrement de Saint-Claude, puisqu'il y a eu un maquis, donc il y a eu de la répression nazie assez forte sur Saint-Claude pendant la Seconde Guerre mondiale. Puis j'ai publié en mai l'année dernière donc, un dictionnaire historique de la Franche-Comté sous les Habsbourg, 1493-1673, sous la direction de Paul Delsalle. Alors, c'est un premier tome, c'est un dictionnaire qui comporte 3 tomes. Donc, le premier tome a été publié l'an dernier et qui traitait des personnages importants ou moins importants, mais qui ont laissé des traces dans les documents d'archives franc-comtois. Donc, le deuxième tome sur les matières va paraître en mai. Alors là, ça parle plus de la vie quotidienne à cette époque, donc de la famille, la constitution de la famille, le travail, l'élevage, l'utilisation du bois, enfin toutes ces choses qui font la vie quotidienne des Comtois à cette époque. Et le tome 3 parlera plus des lieux géographiques, se présentera un peu comme un atlas et qui présentera les lieux de vie, villes, abbayes, forteresses, châteaux. Voilà. Et puis, j'ai publié aussi un livre un peu atypique. De temps en temps, ça m'arrive, disons que qui quitte un peu l'histoire, le domaine de l'histoire franc-comtoise. Et là, c'est un livre sur un footballeur, même si je ne suis pas très passionnée par le foot, mais enfin, sur un footballeur franc-comtois, Claude Quittet, qui a eu une carrière assez intéressante, qui a joué à Nice, Monaco, Sochaux,
et qui a été capitaine de l'équipe de France en 72-73, et avec une préface de Michel Vautreau, pour les connaisseurs. Et donc là, c'est Thierry Matet, donc, qui est un auteur, c'est son premier livre, hein, mais qui est tellement passionné par son sujet, il m'a transmis cette passion, et comme quoi, bon, la passion, c'est fondamental, puisque même si ce n'est pas vraiment un sujet qui correspond à ma ligne éditoriale, qui est quand même basée sur l'histoire de la Franche-Comté, bon, je me suis laissée tenter par l'aventure, et on touche aussi, quelquefois, en publiant d'autres sujets, un autre public de lecteurs. C'est un peu l'intérêt. Et puis, j'ai réédité des romans publiés avec Marie-Thérèse Boiteux, qui est quand même la romancière, je pense, la plus connue sur la Franche-Comté. J'ai publié avec Marie-Thérèse Boiteux 7 titres, mais là, j'avais réédité donc Les Neiges de la Sainte-Catherine, qui fait partie un peu de cette suite des Renards cuits au four, Les Beignets des Foins, Les Planches au roi et Le Deuil des abeilles, donc, que j'avais publié avec donc Marie-Thérèse Boiteux. Alors, en ce qui concerne les nouveautés à paraître, là, ce mois-ci, va sortir un guide de randonnée de Jean Espira. C'est 93 petites balades et belles randonnées en Franche-Comté, donc qui va plutôt toucher le nord de la Franche-Comté, c'est-à-dire que c'est des balades qui se situent du côté de Belfort, Montbéliard, et ça descend, disons, le secteur descend jusqu'à Baume-les-Dames. Un deuxième qui paraîtra en juin, et qui s'intitulera 74 petites balades et belles randonnées en Franche-Comté, puisque c'est un peu le complément. Et là, qui touche plus des balades de randonnée sur Besançon, Le Haut-Doubs, Mout, Pontarlier, Levier. Guide ensuite touristique aussi. Là, je suis partie sur les guides en ce début d'année, sur Besançon, écrit par Jean-Louis Clade, donc un auteur bien connu aussi, et illustré par des photos d'Alain Robbe, donc qui sortira, je pense, au mois de mai, un guide touristique sur Besançon, parce que quelquefois, je publie aussi des ouvrages un peu à la demande, c'est-à-dire qu'un libraire m'avait dit qu'il manquait depuis longtemps un petit guide sur Besançon, fait par des gens du cru, mais vraiment un guide qui propose des balades byzantines vues par des Byzantins. Donc ça, voilà, j'ai répondu à cette demande en sollicitant Jean-Luc Clade, qui a bien voulu participer à ce projet. Il y aura un nouvel ouvrage de Daniel Monchamp, qui est un auteur historien pontisalien, sur Pontarlier aussi, et un ouvrage de Vincent Petit, historien aussi connu, je pense, qui a beaucoup publié sur l'histoire religieuse franc-comtoise, et puis des rééditions de livres épuisés et qui seront repris par leurs auteurs, genre Les rues de Besançon d'Evelyne Toilan, qui travaille toujours sur le sujet, puisque tous les ans, des nouvelles rues sont ajoutées à notre ville. Voilà, je ne sais pas si j'ai encore du temps. Merci beaucoup. On arrive Voilà. effectivement à la fin des 10 minutes. Merci à vous. Et puis donc, on va poursuivre avec les éditions Nigrilut. C'est à vous, Madame Crème. Bonjour, merci de m'accueillir. Est-ce que vous m'entendez quand je parle? Oui. On vous entend Voilà, bien. j'ai enchaîné 2 salons du livre avec des clims et ça a eu raison de ma voix et de ma gorge. Donc, les éditions Nigrilut, comme leur nom l'indique, fait comme un mot valise, c'est-à-dire migration, ludique. C'est des livres pour valoriser les langues et notamment les langues de migration et les présenter sous un aspect ludique. Elles existent depuis 2006. Je les avais créées en Suisse romande quand j'ai déménagé en Suisse, de France à Suisse à l'époque. Et puis, je les ai rapatriées en France en 2017. Et elles sont distribuées par l'Harmattan Distribution. Donc, il y a une 50aine de titres au catalogue.
40 actifs parce que finalement, dans ces 50 et dans ces 16 ans, j'ai fait des livres pour des institutions ou avec des écoles pour valoriser certaines langues régionales. Par exemple, j'avais fait toute une série d'imagiers français, alsacien, allemand ou toute une série sur les langues de Guyane. Et donc, certains voilà, étaient des commandes et sont épuisés. Donc l'idée, c'est que, qui m'a étonnée déjà dans le début des années 2000, c'est qu'il n'y avait pas grand-chose en bilingue dans le monde éditorial et encore moins dans les langues. Voilà, des gens qui quittent leur pays pour venir en France. Et ça m'a vraiment étonnée. Et c'est suite à une rencontre avec une bibliothécaire jeunesse de la bibliothèque Jean-Pierre Melville à Paris, qui bricolait un petit imagier en français, chinois sur Noël pour répondre finalement aux besoins du public qu'elle rencontrait. C'est grâce à cette rencontre que le déclic s'est fait, que je me suis dit qu'il fallait que quelqu'un s'empare de ce dossier des langues en France. Et je l'ai fait avec toute ma foi et ma candeur à l'époque et mes petits moyens. Et ce que je tiens à souligner, c'est que les bibliothèques sont toujours, et à l'époque, et le constat je tiens à lui rendre hommage, Nguyen Thi Chilan, donc la bibliothécaire qui travaillait à la bibliothèque Jean-Pierre Melville, c'est qu'elle voyait par exemple voilà, des petits Chinois, puisque la bibliothèque Jean-Pierre Melville est dans le 13e arrondissement à Paris. Elle voyait des petits Chinois qui empruntaient des livres à la bibliothèque, et notamment des imagiers anglais, français. Et puis, quelques jours après, elle revoyait les mamans chinoises qui disaient « Mais moi, je veux la même chose avec le français parce que je veux apprendre le français. » Et il n'y avait pas. Donc, c'est comme ça qu'on a fait un petit imagier. Mais je ne me suis pas contentée du bilingue. J'ai finalement rajouté plusieurs langues dans le même livre après une enquête que j'ai faite auprès des bibliothèques publiques en leur demandant si ça serait intéressant d'avoir plus de langues et quelles langues, etc. Donc, pour vous montrer, par exemple, ça, c'est la collection L'imagier multilingue. Donc, vous avez un thème et puis vous avez un petit texte. Là, vous en avez 3 parce qu'il est tout petit. Et puis, l'idée, ce n'est pas vraiment de faire de la littérature jeunesse, c'est de placer, enfin, c'est d'avoir un texte quand même attractif, mais de mettre les mots dans la phrase parce que ces mots, ils vont être illustrés et là, vous les voyez en 10 langues. Donc, en créant ces collections, je me suis rendu compte que je rentrais dans ce qu'on appelle l'éveil aux langues, qui dans les années 2000-2010 était encore pas tellement favorisé, en tout cas en France. Mais comme moi, je suis partie m'installer en Suisse romande, et bien en Suisse romande, ils étaient déjà beaucoup plus ouverts, parce que c'est un pays plurilingue, à cette question de la diversité des langues, et ça leur était beaucoup plus évident qu'il y ait plusieurs langues dans un livre qu'une. Et l'éveil aux langues, c'est quelque chose maintenant qui est au programme de l'éducation nationale, au programme de l'école maternelle depuis 2015 en France. En Belgique aussi, puisque je rentre de Belgique là et que j'ai rencontré des gens qui m'ont dit « Ah mais oui, on est formé maintenant à l'éveil aux langues. » Et l'éveil aux langues, qu'est-ce que c'est? C'est de partir du constat que dans une classe d'école maternelle ou primaire, peu importe, ou les classes de ce qu'on appelle les élèves, pour les élèves allophones, c'est-à-dire qui parlent une autre langue que le français, les classes des UPE2A, il y a un répertoire linguistique dont les enfants sont riches, des langues familiales, et qu'on va mettre ces langues ensemble pour les échanger, pour les observer, pour remettre les compétences, reconnaître aussi les compétences des enfants dans leur langue. Ils ne sont peut-être pas encore locuteurs en français, mais ils sont peut-être bons en turc, ils sont peut-être bons en farsi, ou voilà, en tout cas dans leur langue familiale. Et on va apprendre et s'intéresser au français en faisant le détour par les autres langues qui sont les langues, on les dit, certains disent des langues d'héritage, moi je préfère dire des langues familiales. Et par rapport aux migrants notamment, parce que l'idée c'était d'inclure des langues européennes de notre environnement, mais aussi les langues de migration, quelque part c'est leur faire une place et les reconnaître dans leur identité linguistique et culturelle. Et si vous reconnaissez quelqu'un dans ce qu'il est, forcément il va se sentir mieux accueilli, plus enclin
à apprendre le français, puisque c'est le but à l'école. Et c'est une façon de les valoriser pour qu'eux, ils se sentent acceptés et à leur tour aient toutes les prédispositions psychiques pour aller vers le français. Donc ça, c'est la collection L'imagier multilingue. Et puis, j'ai développé une collection d'albums. Alors ça, par exemple, c'est Le Bonjour Tortue, qui est vraiment pour les tout petits, l'école maternelle, et pour vous citer les langues, parce qu'il a été fait par la directrice d'une école maternelle à Mulhouse, qui avait besoin de ces langues-là, parce que ça correspond à sa population, et qui a besoin de faire créer un déclic chez les enfants, notamment les enfants allophones, parce qu'il y a beaucoup d'enfants turcophones, notamment, qui n'entendent jamais parler français quand ils arrivent à l'école. Ils sont complètement décontenancés. L'idée, c'est inviter les parents à lire l'album dans leur langue, chaque parent dans sa langue, et la maîtresse, qui est la référente de français, lit en français. Donc, dans cet album-là, il y a du français, il y a du wolof, turc, serbe, russe, arabe, albanais, romani. Romani, c'est la langue des Roms, à ne pas confondre avec le roumain, allemand, anglais et arabe syrien. Et l'idée, c'est que c'est la journée de tortue, voilà, très simple, un vocabulaire très simple, des phrases très simples, des mots du quotidien où chacun peut les entendre dans sa langue. Et il y a les fichiers audio qui sont téléchargeables en ligne. Et puis, ça, c'est vraiment pour les tout petits. Et puis, pour les plus grands, à partir du primaire, voilà, j'ai publié cette fable, Le Corbeau et le Renard, en 2 versions linguistiques différentes. Ça, c'est la version que j'appelle langue du Nord, parce qu'elle comprend le français, l'anglais, le néerlandais, l'allemand, le japonais et l'ukrainien. Et il y a une même version que je n'ai pas là, mais c'est les mêmes illustrations, qui est plus en langue latine, avec le français, l'espagnol, l'italien, le créole guadeloupéen et l'espéranto, qui n'est pas vraiment une langue latine, mais qui est une langue, comme vous le savez, je crois, artificielle, mais qui a vraiment une très grande ampleur au début du XXe siècle et qui continue, à ma grande surprise, à être transmise, notamment par les Chinois, qui s'en sont emparés et qui considèrent que c'est une langue de communication internationale intéressante. Et puis, j'ai créé la collection des abécédaires. Alors, en voici quelques-uns. Et c'est un format, en fait, qui accueille différents types de... Je suis perturbée parce que je vois une question qui arrive là, à laquelle je répondrai tout à l'heure. Type de choses, par exemple, l'idée toujours, c'est, d'où le nom de la maison d'édition, c'est de jouer avec les langues. C'est-à-dire à chaque fois de mettre les enfants en situation de linguiste, on écoute, on observe les graphies, on fait des constats, on pose des hypothèses. Ah bah tiens, les langues latines quand même, qu'est-ce que c'est que les langues latines? Ah bah oui, il y a une famille de langues comme ça, alors en quoi elles se ressemblent? Et allons voir du côté des langues germaniques ou allons voir du côté des langues sémites, etc. Mais à partir voilà, d'écoute et d'observation, dégager, jouer à être des linguistes finalement. Et quelque part, jouer à être des linguistes, c'est déjà être des petits linguistes. Donc, par exemple, comme Kuechnis, c'est un abécédaire d'expression idiomatique, un quiz en français. Il y a des propositions, comment compléter le quiz, par exemple, à la lettre S, vous avez sourd comme, mais si vous ne savez pas, vous allez voir des propositions dans d'autres langues européennes. Et l'idée, dans une classe où il y a des élèves des élèves issus de la migration, c'est toujours de les solliciter dans leur langue pour comparer les langues et faire un lien entre la langue et le français. Dans cette collection-là, par exemple, pareil, un abécédaire d'activités avec le livre pour mettre en lien les livres, les langues et les personnes. Et ce sont des jeux faits à base de livres qui sont très drôles. Tout fonctionne. On les a tous testés. Et toujours pour mettre les langues, les présenter de façon ludique. Et puis, cette collection, elle accueille aussi un petit récit de vie. Ça, c'est moins ludique, c'est un petit peu plus tragique, mais c'est très, très touchant. Mais c'est le récit de vie d'un migrant sous forme d'abécédaire et sous forme de mots-clés. Et ce qui fait que vous pouvez rentrer dans le livre à n'importe quelle entrée finalement
et vous serez de toute façon captivé par l'histoire de ce migrant. Donc, vous finirez par le lire dans l'ordre ou dans le désordre, mais quoi qu'il en soit, vous aurez son histoire complète. Merci beaucoup. On arrive. Voilà, j'ai Voilà. compris mon temps. Merci beaucoup à vous. Merci. On va poursuivre. On a déjà une question via le chat à votre attention. Oui, alors il était question des traducteurs. Alors, au début, je faisais appel, j'allais dire un peu bêtement, mais ce n'était pas bête, c'était logique à des traducteurs, enfin à des agences de traduction. Et puis après, comme je m'adressais finalement à des migrants, j'ai trouvé que c'était plus intéressant de travailler avec eux directement. Donc, je mène des projets avec des institutions, des écoles, des fois des bibliothèques, sur mesure. Et là, le but, c'est de réunir les personnes. En plus, ça crée des projets coopératifs entre l'école, la famille. Et on demande aux migrants, comme en général, c'est des courts albums ou c'est des imagiers, donc c'est assez simple à traduire, de traduire dans leur langue. Ça les valorise, ça crée un projet inclusif et ça correspond plus, je trouve, parce que même un mot, finalement, peut être sujet à différentes interprétations. Donc, ça crée du dialogue autour des langues et je trouve que c'est plus porteur et c'est plus agréable. Ça fait plus de sens. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions à l'attention des 3 maisons présentes ce matin? Donc via le chat ou directement. Alors, on a une question à l'attention de chaque maison. Comment êtes-vous diffusé et distribué? On veut bien répondre. Alors, comment on est diffusé? On est diffusé par un diffuseur professionnel qui s'appelle 7C Diff, voilà, et distribué par Dodin, enfin Dod et compagnie maintenant, voilà, qui est un distributeur professionnel aussi, et voilà. Alors, en ce qui me concerne, je travaille avec Agnès Viennot, D2C à Frambouhans, qui s'occupe de la diffusion-distribution, donc qui est professionnelle, qui s'occupe de la diffusion-distribution en Franche-Comté. Et pour le reste, c'est par Internet. En fait, je m'occupe du reste de la France parce que les commandes arrivent par Internet et maintenant les libraires ont grande facilité à nous trouver et à commander les ouvrages. Sachant que les libraires commandent à la commande client maintenant quand il n'y a pas de présentation ou autre quand il s'agit de libraires en dehors de la Franche-Comté. Voilà. Et en ce qui concerne Migrilude, alors on est autodiffusé parce que j'arrive pas à franchir le pas de confier ce discours sur la diversité linguistique à un diffuseur qui, voilà, je suis sollicitée, mais je n'y arrive pas tout à fait encore parce que je pense que c'est des livres difficiles à classer pour les librairies, par exemple, les multilingues. Donc, on est distribué par l'Harmattan Distribution. Et puis la diffusion, oui, c'est de l'autodiffusion. Et puis c'est vrai que maintenant, voilà, il y a encore plein de médiathèques et plein d'institutions qui connaissent pas Migrilude, mais il y en a aussi plein qui suivent régulièrement et du fait que je donne aussi des formations sur le plurilinguisme et que, comme je l'ai dit, l'éveil aux langues, c'est quelque chose pour lequel les enseignants maintenant reçoivent de la formation, une petite formation, sont sensibilisés par le bouche à oreille, en fait, ça fonctionne plutôt comme ça. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi j'ai une question justement pour Ancrage. Je voulais savoir pour la nouvelle collection Feu, à combien vous tirez en combien d'exemplaires vous faites le tirage en fait de cette nouvelle collection? Est-ce qu'elle est aussi réduite que les livres d'artistes ou est-ce que c'est un tirage plus important? Alors, effectivement, c'est une bonne question qu'on n'a pas précisé. Donc, j'ai oublié d'ailleurs de mentionner quelque chose. Donc, les collections courantes
sont dirigés à présent par Armand Dupuis, le poète, et qui pas, hélas, pas présent aujourd'hui, mais qui fait partie de l'équipe. Et ces collections courantes, en fait, sont tirées, bien sûr, à un nombre d'exemplaires beaucoup plus important que les livres d'artistes. En règle générale, jusqu'à présent, les collections, chaque ouvrage est tiré à 500 exemplaires. Et il se trouve que pour le Daguerremann, on en a tiré à 1500 exemplaires. Voilà. Ok. Et on peut varier, en fait, ça dépend des ouvrages, ça dépend bien sûr voilà, de ce qu'on. C'est sûr qu'il y a des jeunes auteurs sur lesquels ben, voilà, on va pas forcément, on va ajuster en fonction de ce que l'on prévoit comme vente en librairie. Il est certain que Stig Dagerman, vu l'aura dont il bénéficie, le fait que cette année aussi, je ne l'ai pas précisé, mais c'est les 100 ans de sa naissance. Du coup, il y a la revue Europe qui va aussi paraître sur Stig Dagerman. Il y a un colloque qui va avoir lieu aussi à l'automne à Paris. Voilà, donc du coup, on s'est dit que c'était aussi, voilà, on bénéficie de cet anniversaire-là pour plus facilement voilà, diffuser plus largement l'ouvrage. Voilà. D'accord, merci. Je vous en prie, merci. D'autres questions? Bon, eh bien, s'il n'y a plus d'autres questions, je vais vous remercier. Donc, merci beaucoup aux 3 maisons présentes ce matin qui ont participé à cet espresso. Merci également aux participants et participantes. Donc, cet espresso est enregistré. Vous pouvez le retrouver sur le site de l'agence Livre et Lecture, où vous pouvez retrouver également toutes les coordonnées des éditeurs qui ont présenté leur activité ce matin. L'espresso aura lieu le 15 mai, donc toujours de 9h30 à 10h15, à l'occasion duquel vous retrouverez mon collègue David Finot qui sera de retour. Et voilà, il me reste à vous souhaiter une excellente journée. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci Au revoir. pour l'invitation. Bonne journée Merci. à vous toutes et tous. Merci. Merci. Au revoir.